Alors, je vous ai annoncé que cette séance inaugurale portera donc sur la structure de marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine. Cette séance sera gérée par Madame la Présidente Lamia Ben Mahmoud, qui est présidente directrice générale du réassureur national Tunisré depuis 2009. Alors, après des études en sciences économiques, elle a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en assurance du très prestigieux IFID, l'Institut de financement de développement du Maghreb arabe. Elle a été pratiquement dans toutes les directions générales relatives aux assurances au ministère des Finances, puis au CGA, le Comité général des assurances en Tunisie, le régulateur donc des assurances en Tunisie. Elle est donc membre du comité directeur de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance depuis 2009. Elle est membre du comité exécutif de l'Organisation africaine des assurances 2014 à 2017. Elle est présidente de l'Organisation africaine des assurances donc 2015-2016. Madame Lamia Ben Mahmoud, Madame la Présidente, je vous confie nos invités. Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les présents ici, de leur souhaiter une chaleureuse bienvenue dans leur seconde patrie, la Tunisie, un bon séjour parmi nous et plein succès aux travaux de cette 43e conférence de l'FNAF que nous avons l'immense plaisir d'accueillir en Tunisie pour la première fois. Donc cette conférence qui se tient en fait aujourd'hui dans un contexte international et régional qui enregistre ces dernières années des mutations majeures, un bouleversement profond des concepts, des valeurs, des modèles des affaires, bref, de tout l'écosystème. Ces transformations sont en faveur d'un environnement en fait réglementaire sous pression, de plus en plus sous pression, un environnement, si on peut s'exprimer, techno-numérique, révolutionnaire, perturbateur et un environnement financier volatile et incertain. Donc, dans cet environnement donc, en perpétuelle mouvance, la notion du risque elle-même elle a beaucoup changé, elle est en pleine évolution et les enjeux qu'on peut qualifier d'exogènes à notre métier sont devenus très complexes et impactent fortement l'industrie de l'assurance et de la réassurance dans le monde entier. Ces transformations majeures, en fait, bien qu'elles accroissent la pression sur les compagnies d'assurance et de réassurance qui doivent s'adapter pour continuer à se développer dans ce nouvel environnement mouvant, mais elles mettent quand même en évidence l'importance stratégique du rôle que joue le secteur des assurances dans toute économie moderne. En fait, le secteur des assurances, comme vous le savez tous, est à plus d'un titre un secteur stratégique et un domaine d'activité où s'impliquent plusieurs considérations d'ordre économique, social et financier. D'ordre économique parce que le développement ne peut se concevoir qu'à travers des instruments de sécurisation et de balisage d'un environnement qui est entaché d'incertitude et d'ambiguïté. D'incertitude, d'ambiguïté de l'environnement financier, géopolitique et économique, surtout par les temps qui courent, qui sont donc génératrices d'attentisme plus que d'initiative, cet environnement qui est incertain. C'est un secteur aussi, bien évidemment, à facette sociale, comme vous le savez, qui permet de faire face aux aléas de la vie. Et c'est un secteur à facette financière par excellence, parce que la spécificité de notre activité lui confère un rôle important de mobilisateur de l'épargne et une source de financement des économies et de dynamisation des marchés financiers. Aujourd'hui, avec l'importance grandissante des risques et notamment l'exposition qui en résulte, le besoin en assurance devient de plus en plus évident et plus
un pays présente des signes de développement importants, plus on constate que son marché assurantiel est mature. Et là, la prédominance et la suprématie des pays industrialisés dans le secteur des assurances est incontestable, comme en témoignent d'ailleurs les récentes statistiques sur la situation du secteur du secteur des assurances dans le monde entier, et qui font ressortir une part de Lyon avoisinant les 90% pour les pays industrialisés. Toutefois, on constate d'ailleurs avec satisfaction que notre région enregistre ces dernières années une évolution importante de l'industrie des assurances. Mais c'est une évolution qui reste très en dessous des potentialités existantes dans nos divers pays africains. Et cette situation est en fait reflétée par, comme on vient de le notifier ce matin, par une part modeste ne dépassant pas les 1,36% dans le total des primes émises dans le monde, et d'une faible pénétration dans l'économie avec un ratio prime-PIB ne dépassant pas la moyenne de 1% si on exclut bien entendu l'Afrique du Sud, et cette moyenne avoisine donc contre une moyenne mondiale de 6% et avoisinant les 10% dans certains pays européens et dépassant même ce taux de 10% dans certains pays asiatiques. De même, un autre indicateur qui est la densité, c'est-à-dire les dépenses consacrées par le citoyen africain à l'assurance, qui ne dépasse pas la moyenne de $60 contre une moyenne mondiale avoisinant les 650 à 700 $. Cette situation est en fait due à plusieurs facteurs freins, dont notamment et fondamentalement un environnement donc hostile, pas très favorable, auxquels sont venus s'ajouter ces dernières années la pression des nouvelles contraintes réglementaires et les évolutions technologiques perturbatrices. Et c'est ce qui justifie pleinement le choix du thème central de cette 43e conférence, qui pose la question sur quelle structure de marché il nous faut pour promouvoir le développement de l'assurance africaine, ou plus précisément, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour relever le défi cet environnement, le défi du développement de notre industrie et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Comme vous le constatez donc, cette 43e conférence va débattre d'une problématique qui intéresse de très près nos compagnies d'assurance qui subissent ces perturbations et la pression d'un environnement en perpétuelle mouvance et auquel elles doivent bien s'adapter. Il est essentiel donc de définir de nouvelles stratégies, modifier l'organisation des entreprises, identifier de nouveaux modèles de développement et de communication avec toutes les parties prenantes en s'adaptant aux évolutions technologiques et en investissant dans les infrastructures et compétences nécessaires. Ces initiatives de la part des entreprises doivent bien entendu être soutenues par des actions institutionnelles et réglementaires, en particulier au niveau du cadre de régulation et de supervision qui devrait aider à préserver le modèle économique des entreprises d'assurance et de réassurance. En parallèle, et en tant qu'investisseurs institutionnels de long terme, les compagnies d'assurance ont certes un rôle fondamental à jouer dans la stabilisation des économies et le financement et son financement. Elles devraient cependant pouvoir accomplir leur rôle en confiance des opportunités offertes dans un environnement financier favorable et un cadre réglementaire non contraignant. Ainsi donc, le débat sur ce thème central va s'articuler principalement autour des infrastructures nécessaires
capable d'accompagner le développement du secteur de l'assurance africaine en termes de régulation et de supervision, en termes de ressources technologiques et compétences humaines et en termes d'opportunités de placement financier. Un débat sur des sujets qui, au regard des experts intervenants, tout au long de cette conférence sera sans aucun doute très fructueux. Et pour encore mieux introduire cette thématique centrale, nous avons parmi nous deux éminents conférenciers ce matin, deux ex-ministres, qui vont nous éclairer sur cette problématique centrale. Donc, la première intervention sera donnée par M. Mamadou Lamine Loum, qui est ex-premier ministre du Sénégal. Il est juriste de formation, il est politicien par excellence, il a été ministre plusieurs fois et il a donc couronné sa carrière politique en tant que Premier ministre du Sénégal durant la période 98-2000. Il est expert conseiller en finances publiques, en assurance, en banque, en ressources humaines. Il exerce depuis 2006 des activités d'administrateur indépendant dans diverses institutions financières et entreprises financières. Il est arbitre international. Monsieur Mamadou est très sollicité en tant qu'expert dans les travaux des commissions nationales au Sénégal et à l'étranger. Monsieur Mamadou, monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci. Merci, Madame la modératrice. Merci de vos bons mots d'introduction. Je voudrais simplement corriger que je ne peux pas être un éminent politicien parce que je ne suis pas politicien. J'ai eu une carrière atypique qui a fait que j'ai été ministre et Premier ministre, mais sans appartenir à aucun parti politique au Sénégal. Donc, je voudrais dire toute la joie qui est mienne de me retrouver devant cette auguste assemblée de spécialistes et professionnels des assurances, secteur que j'ai côtoyé durant ma vie administrative, puisque j'ai été directeur général du Trésor au Sénégal et j'ai eu à assurer la tutelle des sociétés d'assurance. Donc c'est avec un plaisir renouvelé que je retrouve beaucoup de professionnels que en son temps j'ai eu à connaître dans les assemblées. Le thème de la 43e session qui nous réunit aujourd'hui à Tunis est, je pense, important et il sera surtout, je pense, important et riche par les panels qui vont suivre cet après-midi et dans les 2 jours qui suivent et qui vont nous permettre de rentrer dans le détail des considérations. Mais enfin, ça a été ma lecture, la conférence inaugurale a pour objet de rentrer dans le sujet, mais en prenant l'exacte mesure ou les points saillants du contexte général. C'est pour cela qu'on nous a demandé de parler du contexte général des économies africaines. La question du marché, de quelle structure de marché pour les assurances africaines, en essayant de mettre en exergue 3 points fondamentaux: le contexte général des économies africaines, la problématique plutôt que la question des ressources internes dans nos pays, avec la faiblesse de l'épargne, qu'elle soit publique et privée, et la faiblesse également et la mauvaise qualité des investissements. Et en 3e point, la question de la contribution du secteur des assurances, disons, dans le développement économique et social de l'Afrique. Comment tout cela peut être dit en quelques mots, puisqu'il s'agit d'une introduction.
D'abord, le contexte économique général des économies africaines. La situation générale de l'Afrique, je pense que vous l'avez saisi à travers les discours qui ont été faits à l'ouverture. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons eu une croissance erratique, c'est-à-dire une production de richesse assez erratique depuis 1960, avec disons, un yo-yo dans les taux de croissance qui n'ont pas été, disons, assez stables. Et puis, nous avons eu une fenêtre de tir, c'est la période 95-2015 qui a été la période pendant laquelle l'Afrique dans son ensemble et la plupart des pays ont réussi le parcours historique de leur croissance la plus forte. Et où, pour une fois, l'Afrique a convergé avec le reste du monde. Bien sûr, sans faire le rattrapage dont parlait le président Adama Ndiaye, il est de notoriété publique qu'il y a un intérêt évident pour les économistes à voir est-ce que l'Afrique va dans le bon sens par rapport au trend que suivent l'économie mondiale. Eh bien, pendant presque un quart de siècle, une vingtaine d'années, nous avons eu une croissance qui nous a permis de créer de la richesse dans le même sens que le reste du monde et de happer une bonne part de la richesse du monde. Donc 2 décennies de performance qui nous ont permis de converger avec le reste du monde et qui ont amené une augmentation aussi pour la première fois du revenu par tête. Parce que tant que nous ne produisions pas de la richesse à hauteur du croît démographique, nous ne pouvions pas augmenter le revenu par tête des pays. Quand bien même les économies gagnaient de l'argent et avaient de la création de richesse, elle était mal répartie. Donc une augmentation du revenu par tête a été possible pendant cette période et ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de 2015, retournement de situation avec le prix des matières premières qui baisse et le revenu par tête en Afrique a baissé pour la première fois depuis 20 ans. Et pour un pays sur 6, c'est-à-dire à peu près 16% des pays, mais comme c'était les plus importants, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, qui à eux seuls peuvent expliquer d'ailleurs cette baisse, nous avons un problème de rupture. L'Afrique est revenue à moins de 3% de croissance, 2 d'ailleurs, puis 1,5, et alors que sans ces 4 pays, il aurait fait 4% de croissance. Et le résultat, c'est que notre part dans la richesse mondiale, qui était à 3-4%, est passée à donc 2%. Et cela nous a fortement inquiétés puisque les experts ne prévoient pas qu'il y ait une augmentation sensible des prix des matières premières dans les années à venir, ni une augmentation de la demande chinoise qui a été un peu le point d'orgue de cette période-là, parce que tout cela a correspondu avec une période où la Chine a fait de grandes avancées sur le plan en tant qu'usine du monde. Alors tout cela entraîne des conséquences. On se rend compte que tant que nous ne faisons pas une croissance, une création de richesse qui dépasse l'augmentation de la population de 3,5%, nous avons un problème de convergence avec le reste du monde. Et cela a des incidences sur, d'abord, le revenu par tête. Il était de $5 000 en 2015. Avec les projections qui ont été faites sur 2060, où l'Afrique va avoir 2 milliards d'habitants, on se rend compte que nous serons, selon que nous serons dans un scénario, on va dire conservateur, à $10 000 en 2060, ou alors à 25 000. Alors, il s'agit de 2 parcours différents. Dans l'un et l'autre, on multiplie par 2,5 le revenu par tête de nos populations. Et cela, c'est important. Cela veut dire que si nous continuons au même rythme, cela est inacceptable. Si nous restons dans un scénario central, nous passerons à $10 000 par tête, malgré l'augmentation de la population. Et si nous allons plus vite, mais il faut trouver le moyen de combiner d'imaginer, de définir et de combiner les politiques économiques qui permettront d'arriver à ce scénario. C'est le scénario 2060. L'Afrique aura 100 ans à peu près donc d'indépendance. On serait à $25 000 par tête d'habitants.
autre impact, c'est le PIB par tête en pourcentage de la moyenne mondiale. Aujourd'hui, elle est à 30%. Si nous continuons, nous allons régresser en part de la moyenne mondiale. Si nous sommes dans un schéma, un parcours conservateur, on restera à 30%, on ne baissera pas. Et si nous choisissons d'aller plus vite, dans un scénario de convergence, nous allons être à 50% de la moyenne mondiale d'augmentation de richesse, ce qui correspond à ce que ce à quoi aspirent bien sûr nos citoyens. Troisième élément, la pauvreté. La pauvreté aujourd'hui est à 35% de taux de pauvreté en Afrique. Dans un scénario central, il descendrait à 15% et la pauvreté serait éradiquée en 2060 dans un scénario de convergence avec l'économie mondiale. Mais c'est le seul schéma où nous allons baisser, nous allons supprimer la pauvreté. Enfin, la classe moyenne, que nous définissons comme la classe des possédants entre 10 et 100 $ par tête, elle passerait de 20%, disons actuellement, à 50% dans un scénario central et 70% dans un scénario de convergence. Donc si on récapitule, dans un scénario de convergence, nous aurions 70% de la classe moyenne, nous aurions 50% du PIB par tête, nous aurions un PIB par tête d'habitants de 25 000 $, mais qui ne nous mène pas au niveau des pays les plus élevés, mais qui correspond à un niveau de convergence avec le reste de l'économie du monde. Tout cela pour faire ce constat, c'est que aujourd'hui, l'Afrique, pendant ce quart de siècle, a réussi à construire un schéma de production de richesse nationale, mais sans transformation économique. La croissance sans le développement, pour ainsi dire. Et c'est cela le constat, c'est-à-dire comment, pour l'avenir, bâtir un schéma de croissance avec transformation. Transformation sociétale, transformation économique, transformation politique de nos pays, notamment sur les règles de gouvernance et les politiques publiques, pour permettre de cheminer avec le reste du monde au même rythme, de réussir autant que l'Asie et de ne pas faire les mêmes ratés que l'Amérique latine il y a à peu près également un quart de siècle. Et les analyses montrent que ce ne sont pas les pays dotés de ressources naturelles qui se comportent le mieux en Afrique du point de vue de croissance, c'est les pays qui ont les politiques publiques les plus appropriées, les plus dynamiques, puisqu'on se rend compte que malgré les ressources naturelles, les pays, certains pays africains traînent dans les profondeurs du classement. Donc, les bonnes politiques et l'action, voilà la voie pour l'avenir. Alors, dans le même temps, on constate que les cours des matières premières ont triplé entre 1990 et 2011. Intéressant. Les cours des produits de base ont triplé dans la période. Donc, c'est la période qui a été la plus favorable en ce qui concerne les termes de l'échange. Et c'est pour cela que nous avons pu trouver cette opportunité. Alors, la convergence, donc, il faut la relancer et il faut trouver dans chaque pays les politiques publiques qui permettent de faire une croissance la plus inclusive possible dans sa base et ensuite d'opérer une transformation structurelle. Et on en vient au thème du structurel de l'économie qui en change les catégories, les secteurs en termes d'amplitude, d'effectifs et en termes de transformation. Le diagnostic que l'on peut faire à côté de cette situation, c'est celui-ci, c'est que pour l'avenir, il faut accélérer la transformation, la transition démographique. Aujourd'hui, nous allons atteindre 2 milliards, dépasser 2 milliards en 2060. Cela veut dire que si les Africains ne font pas l'effort pendant cette période d'accélérer la cadence, il va nous prendre 100 années, là où l'Asie a pris 30 ans, la Chine 25 ans, pour
créer les emplois pour le surcroît de population avant qu'on ne vienne à une augmentation, à un taux de fécondité de 2 enfants par femme, qui permettrait en fait de bloquer en fait l'augmentation des effectifs que nous devons prendre en charge partout, dans la santé bien sûr, mais aussi pour l'éducation des enfants. Chaque année, c'est le lot de tous les pays en voie de développement. Chaque année, nous augmentons les fournées de rentrée dans les salles de classe, de construction d'écoles, là où dans les pays développés, on a les mêmes classes, on a les mêmes professeurs, etc. Et ça me semble être l'élément important qu'il faut tenir en compte. Ce qui nous permettrait de baisser le taux de dépendance en 2050, le taux de dépendance étant le taux d'après lequel les personnes qui ne sont pas encore dans le marché de l'emploi, 0-15 ans, et ceux qui ne sont plus sur le marché de l'emploi sont en rapport avec ceux qui y sont entre 15 et 60 ans. Aujourd'hui, dans la plupart de notre pays, on est à 40, 43, 45% de jeunes qui ont moins de 15 ans. On a entre 15 et 60 ans, 52, 55%. Et on a 4%, selon les pays, 5% de personnes qui dépassent 60 ans, de personnes de mon âge. Et c'est dans les 25 prochaines années, on aura 15 points de moins sur les jeunes, et c'est ça qui mène à la transition démographique. On ne sera plus à 43, mais 27, 28%. On ne sera plus à 52, 53% de gens en activité. On sera à 62, 10% iront là-bas. Et 5% sur les 15 iront sur le troisième âge. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les personnes du troisième âge, donnée qui est importante pour les assureurs, vont doubler en proportion d'ici 25 ans. Mais ils vont augmenter encore plus en valeur absolue. Parce qu'aujourd'hui, pour un pays qui a 15-16 millions d'habitants, comme il s'en trouve chez nous, avec 5% d'anciens, vous avez 750 000 de corps. Demain, à 25-30 millions, avec 10%, vous avez 3 millions de personnes âgées. Vous avez quadruplé les personnes du troisième âge. C'est très important à prendre en compte dans les évaluations. Le deuxième point, c'est la baisse donc, des enfants, du taux de fécondité. On a vu en Afrique que certains pays, quand même, le Botswana et l'Afrique du Sud, et puis l'Éthiopie et le Rwanda, et puis la Tunisie, ont réussi à faire baisser leur taux de 6. Il y a 30-40 ans, nous étions tous à 6 enfants dans tous les pays. Et donc certains ont pris des mesures volontaristes et arrivent à des taux importants, notamment au Maghreb, dans les pays d'Afrique du Nord, et puis dans ces pays que je viens de citer. Il y a à garantir que, et comme il y a une corrélation entre ces efforts et l'augmentation du revenu par tête, plus vite la transition démographique sera faite, plus vite nous allons permettre de créer les emplois pour tous les jeunes qui seront en âge d'avoir un emploi. Je passe très vite là-dessus. Le troisième point, c'est l'impact de la lenteur démographique sur l'emploi. Et c'est ce que je viens de dire, puisque si nous ne profitons pas de cette période pour créer les emplois, il va falloir prendre plus de temps pour pouvoir corriger cet état de fait, contrairement à ce qui a été fait en Asie. Alors, voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est, au-delà de la question démographique, il faut réduire la vulnérabilité par rapport aux matières premières, notamment pour les protéger de la baisse des prix et doter les budgets de mécanismes de lissage et de stabilisation. Je passe là-dessus. S'il y a des questions, ce sera important. Mais dans tous nos pays, on se rend compte que si nous avons eu la malédiction des ressources naturelles qui a joué à fond, même dans un pays aussi avisé que le Ghana, on n'en parle pas souvent. On a frôlé le syndrome hollandais il y a quelques années, dès qu'il y a eu du pétrole. Malgré les bons indicateurs, la monnaie a été divisée par 2, l'inflation est allée à 30%, le déficit budgétaire a dépassé 20%, et il a fallu
beaucoup d'efforts des politiques de ce pays pour revenir. Et aujourd'hui, le Ghana se retrouve, après cette correction, à la même situation qu'il y a 10 ans, avant l'exploitation du pétrole. Je passe là-dessus. Je pense que cet exemple est assez illustratif pour vous montrer les problèmes de ce type. Troisième point, il faut convertir la rente tirée des matières premières en capital humain et physique. Et incorporel, institutionnel, etc. Je vais passer là-dessus, mais après avoir quand même fait un point d'illustration, c'est que c'est très facile de dire le capital physique que nous avons à travers le capital, les ressources non renouvelables des matières premières, il faut les traduire en capital physique parce que c'est le seul moyen de garder toujours l'ensemble des éléments du capital, des comportements de capital, le capital naturel, le capital produit, le capital, disons, des infrastructures, le capital humain. Il faut faire en sorte qu'on passe toujours d'une forme de capital à l'autre dans les investissements qu'on fait. Et cela veut dire il faut beaucoup moins de déperdition dans la dépense publique. Mais la question, c'est on le fait avec quelle, disons, combinaison, quelle proportion, quelle pondération dans les différents trucs de capitaux. Si j'ai aujourd'hui un pays qui veut développer ses métaux, ou l'or, ou le pétrole, ou le gaz, ou le diamant, comment je dois faire pour utiliser cet argent pour les générations à venir, notamment dans le capital humain? Combien je dois faire d'infrastructures, de capital humain? Quelle proportion? En général, on reste toujours à la généralité. Et je crois que c'est là où nous devons de plus en plus mener des études pour essayer de rendre de manière plus académique et de moins empirique les politiques publiques d'allocation des ressources dans les pays qui viennent de démarrer. Qu'ils sachent combien de dépenses de personnel on peut mettre là-dessus, ou donner des bourses Erasmus gratis à l'université, alors que si on veut rester dans les mêmes niveaux de capital, il faut investir les sommes concernées pour pouvoir les retrouver. Je pense à tous les schémas qui existent, que vous connaissez, la Norvège, exemple très intéressant qui permet d'utiliser ses ressources et aujourd'hui de ne pas toucher au capital. Il n'y a que les intérêts et les dividendes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pays a un fonds de plus de 1000 milliards de dollars, moins de 30 ans après le début d'exploitation de son pétrole. C'est un cas qui mérite de citer. Quatrièmement, il faut augmenter l'épargne et l'investissement. Je passe rapidement aussi là-dessus pour dire l'Asie fait 2 fois plus que nous. Nous avons à peu près 15% de taux d'épargne et 20% de taux d'investissement. En Asie, ils ont 38% de taux d'investissement face à 40% de taux d'épargne. Donc, cela nous donne une idée de l'étendue des efforts à faire, aussi bien pour l'État, dans son budget, nous allons y venir, les ménages et les entreprises pour arriver à nos fins. Accélérer la productivité par le capital humain institutionnel, cela veut dire qu'il nous faut de bonnes institutions qui sont capables de se donner de bonnes règles et de veiller à leur application stricte, équitable, avec des recours pour tous disons, des usagers. Ensuite, réduire les inégalités et assurer la bonne gouvernance. Pour conclure sur ce point, je voudrais, du contexte, dire qu'on se rend compte que nous avons réussi quand même pendant une vingtaine d'années à donner le bon exemple. Il s'agit de dire maintenant comment aller à une croissance plus accélérée et plus transformatrice de notre environnement sociétal, mais aussi de notre environnement économique. Pour cela, bien sûr, j'insisterai beaucoup sur des éléments non économiques. Une citoyenneté active dans nos pays pour que, à côté du leadership sur lequel on insiste un peu trop souvent, à mon sens, on est des citoyens qui sachent formuler, élaborer des demandes
face aux offres des politiques. Cela me semble être le plus important. Ensuite, un leadership pragmatique, une administration compétente pour faire vite, et ensuite, en fait, des travailleurs bien formés dans tous les secteurs de l'économie, puisqu'on se rend compte que notre problème principal, c'est également pour la transformation, la productivité, notamment la productivité totale des facteurs pour laquelle nous ne sommes pas très forts. Alors, quelles sont les problématiques de ressources humaines? Deuxième élément, les ressources internes dans nos pays, c'est une question intéressante puisque nous avons des besoins immenses, nous avons des ressources internes faibles qui sont faibles et qui sont faiblement collectées aussi de par nos États, et on a une épargne également assez rare. Comment nous allons pouvoir assurer la problématique du financement interne des ressources? Comment nous allons financer les emprunts d'État, les titres d'État, etc. Les assurances sont au cœur de leur métier. Les assurances, mais aussi les mutuelles d'épargne et de crédit, les institutions de bourse, de financement de titres et autres, et les fonds d'investissement. Ce qu'il faut dire, c'est que le budget de l'État, État central, le comportement de l'État est important dans tout pays africain. En général, en Afrique, nous avons eu du mal à avoir, dans les mêmes années où nous avons eu une bonne croissance économique, un déficit primaire qui soit un excédent primaire, élevé. Quand nous l'avons eu à 0,6%, moins de 1%. L'excédent primaire, c'est les dépenses de l'État, toutes les dépenses de ressources directes, indirectes, etc., moins les dépenses de fonctionnement, les dépenses de salaire, transfert, biens et services, sans les intérêts de la dette. Le solde de base. Si on met les intérêts de la dette, c'est le solde primaire. Et si on tient compte des investissements financés sur fonds extérieurs, sur les fonds nationaux, là, on parle du déficit global. C'est ça la différence. Donc, l'Afrique est passée d'une situation où, avec 0,6% d'excédent entre 2006 et 2008, nous sommes parvenus tout de suite à un déficit qui a commencé à augmenter et pour atteindre 2,2% en 2009 et 2010, 1,2% en 2011-2013 et remonte à 2% à partir de 2016. Donc, nous avons un déficit primaire. Ça veut dire que nous avons en finances publiques l'incapacité de pouvoir payer nos intérêts de dette publique sans pouvoir recourir à des financements. Et ça pose un problème. On ne parle pas encore du déficit global. Le déficit global est beaucoup plus élevé. Il est à 3% en 2014, 4,3% en 2017 pour la région Afrique. Et quand on décompose, en général, c'est à peu près le niveau qu'ont les pays pauvres en ressources naturelles. Ils sont à 4%. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes court de 2% en ce qui concerne la prise en compte de nos intérêts de dette dans le budget annuel, et nous sommes court de 4% en ce qui concerne le financement de toutes les dépenses, y compris les intérêts de la dette et les dépenses d'investissement. J'insiste là-dessus, pas pour des spécialistes comme vous, mais pour le grand public. C'est important de savoir, tout cela aussi, c'est sans l'amortissement. Mais seulement par une fiction dont sont friands les spécialistes, l'amortissement de la dette qui est beaucoup plus importante que l'intérêt, on n'en parle même pas, on se fixe comme objectif chaque année d'aller trouver les ressources du même montant à l'extérieur pour le financer. Mais c'est un défi, c'est quelque chose donc qui n'est pas dans la définition du déficit. Dans la définition du déficit en finances publiques, on ne tient pas compte du remboursement du principal comme l'aurait fait un bon père de famille quand il amortit son emploi. Et malgré tout cela, nous sommes à 4%. Voilà situer les termes du débat en termes très clairs. Alors, en ce qui concerne l'endettement public, il
Il a été élevé, comme vous le savez, il a atteint vers la fin du précédent siècle 100%. Il a décru jusqu'à 35% avec l'initiative de traitement de la dette et il atteint aujourd'hui 43% en moyenne en Afrique, avec bien sûr des variances par pays. La dépense publique est principalement, disons, à peu près à 4,8% des dépenses publiques totales contre 5,7% pour les pays industrialisés. C'est-à-dire aujourd'hui, les pays industrialisés sont entre 1% de dépenses et nous sommes à 4,8% de déficit. J'en viens au troisième point sur la contribution du secteur des assurances pour aller vite et dire que le problème de l'assurance et de toutes les professions connexes dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, sont résumés dans les chiffres qui ont été donnés ce matin, 1,5% de taux de prélèvement d'assurance sur la richesse nationale et puis 3% sur la richesse mondiale. Et cela illustre un peu tout le problème des compagnies d'assurance, c'est comment faire pour rendre l'assurance son périmètre plus large dans nos pays, notamment le périmètre de l'assurance obligatoire. Comment faire en sorte que dans la structure actuelle de nos économies, les emplois, la classe moyenne, le cadre de vie, l'habitat, les importations, les exportations, tous qui sont des éléments sur lesquels travaillent les services assidus d'assurance pour aller chercher les affaires, les œuvres d'art, les manufactures, les fabriques, l'énergie, l'eau, tout cela, comment faire pour en changer la structure dans nos économies, les moderniser et accroître le périmètre de réduction des risques. Parce que l'assurance va traquer les produits et créer des produits partout où il y a des risques et essayer de les mutualiser pour qu'ils deviennent plus confortables pour la collectivité. Et cela me semble important. Alors, deuxième problème, ça c'est par rapport à la structure actuelle de l'économie, mais par rapport à la structure de l'économie de demain. Parce que l'économie de demain change déjà sous nos yeux. Avant, on construisait les produits dans un seul pays, avec la matière première du pays ou la matière première importée. Maintenant, on a des produits qui passent devant nous et qui font un cycle seulement de leur opération dans un pays, vont dans d'autres. Comment va être l'économie de demain? Comment va être le transport de demain? La voiture de demain? L'énergie de demain? Comment on va faire en sorte de prendre en compte les technologies de l'information et de la communication, le développement des drones, le développement des véhicules sans chauffeur, etc., sur les différentes catégories de produits chez nous et donc d'assurance. Cela semble important. Comment vont se faire les emballages des produits, comment vont se développer les habitudes alimentaires par rapport à la culture bio, le healthy, etc. Comment nous allons passer dans nos pays d'une situation où nous mangeons beaucoup de céréales par rapport à une alimentation riche en légumes et en viande, en protéines animales, etc. Mais moins de protéines animales rouges, plus de poissons, plus... Et tout cela va jouer sur le budget de consommation des ménages, sur les productions qui vont répondre à ça. Et c'est toute une réflexion de prospective. Donc, nous avons déjà beaucoup à faire sur les produits d'aujourd'hui, puisque nous sommes très faibles, 1%, et nous avons encore à inventer le monde de demain. Les défis, c'est comment achever donc, la conquête des autres segments de marché qui nous restent. Deuxièmement, comment maintenant utiliser les ressources issues de l'inversion du cycle de production que les assureurs connaissent pour investir au mieux des intérêts de la clientèle et des investisseurs. Quel circuit d'organisation
transformation sociale dont on parlait dans le premier paragraphe en ce qui concerne les États. Et ne pas être des acteurs passifs qui attendent simplement que les États terminent leurs travaux pour pouvoir en profiter. Comment faire pour que vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis société, unité centrale, la famille, l'école, l'entreprise, unité divisionnaire de création de valeur, comment faire en sorte que l'assurance puisse y disséminer ces valeurs à un niveau précoce, notamment à l'école, pour prendre en charge ces préoccupations dès le début et créer le geste d'épargner, pour prendre cet exemple, si on veut le promouvoir dès la plus tendre enfance, que les enfants à l'école sachent c'est quoi l'épargne. La culture de l'épargne, comment la créer. Comment faire en sorte de faire comprendre aux gens que l'épargne n'est pas une question de riches, l'épargne est une obligation plus forte, plus prégnante pour les pauvres. Parce que les pauvres, multipliés par la quantité de pauvres qu'il y a dans nos pays, donnent de bien meilleurs résultats, peut-être quelquefois 5 à 10 fois plus, si on veut mobiliser l'épargne. Comment, surtout que maintenant on peut le faire à peu de coûts à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment faire en sorte que nos entreprises, dans leurs responsabilités sociétales et environnementales, ne se mettent pas à financer des chants, des kermesses, des shows seulement pour les jeunes ou des chants religieux, etc., mais financent les activités, justement, qui permettent d'amorcer la modernisation du pays, de créer le geste d'épargne et de l'entrer dans les habitudes, même pour les pauvres, et de faire en sorte d'avoir dans nos pays, comme on l'a dans les pays riches, des livrets, des produits d'épargne qui sont à rendement faible, mais qui sont une base économique sûre de financement pour le pays, dans l'agriculture, l'industrie, le commerce, les services. Comment faire pour permettre que les matières qui intéressent l'assurance, les mathématiques, sciences techniques, ingénieurs, etc., mais également l'actuariat, les statistiques, soient promues par des activités de responsabilité sociétale, par les entreprises dans leur budget, qui tous les jours financent des activités bien moins importantes. Les questions auraient pu continuer à souhait, mais je pense, par la répétition, avoir mis l'accent sur l'orientation. Je pense que doit prendre la recherche de solutions. Les assurances, dès aujourd'hui, doivent se positionner en entreprise citoyenne et dans les pays, au lieu que d'attendre passivement que des offres de politique publique leur soient adressées, qu'elles participent à la définition, à la formulation et à l'élaboration et à la formulation de demandes d'entreprises citoyennes en direction de leur pouvoir public. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Cet exposé fort enrichissant, pertinent, qui fait l'analyse de l'économie africaine, les maux et les problèmes, qui pose beaucoup de questions. Vous avez fini par appeler les compagnies d'assurance à prendre l'initiative et à chercher des solutions. Justement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. L'environnement n'est pas toujours favorable aux compagnies. Il y a des facteurs exogènes qui sont en dehors de la volonté des compagnies. Et là, toute la question de partenariat, peut-être public-privé, se pose. Donc, il faudrait que les efforts soient conjugués entre assureurs et assureurs, régulateurs, institutions, tout le monde ensemble pour faire réussir ce défi de croissance qui aboutisse à un vrai développement. C'est-à-dire je vais passer la parole au second conférencier. On va ouvrir par la suite le débat parce que nous avons une contrainte de temps. Donc
Notre deuxième intervenant ce matin est Monsieur Jelloul Ayed, c'est notre ex-ministre des Finances en Tunisie. C'est un banquier chevronné. Il a été DG de plusieurs banques à l'échelle internationale. Il était notamment le directeur général du groupe BMCE au Maroc. Il est assureur aussi. Il a été le vice-président du conseil de surveillance de la première compagnie d'assurance marocaine, à savoir le RMA Watania. Monsieur Jelloul il sert actuellement en tant que président de Med Confédération Bruxelles et vice-président du conseil de surveillance de Europe Med Capital Forum Paris. Il est également membre actif dans plusieurs associations de la société civile tunisienne et un orateur régulier dans les milieux professionnels et universitaires. Il était notre candidat à la présidence de la Banque africaine de développement et je ne saurais omettre que de dire que M. Jelloul Ayed est un artiste. Il est auteur-compositeur de musique classique. Monsieur Jelloul est économiste de formation et il va axer son intervention aujourd'hui sur une problématique fondamentale d'actualité qui est l'impact de la transformation digitale sur le secteur des assurances en Afrique. Monsieur Jelloul, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de me donner l'occasion d'apporter ma modeste contribution à cet auguste rassemblement des leaders de l'assurance africaine. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'économie mondiale subit actuellement une transformation digitale d'envergure qui se déroule sous nos yeux à une vitesse vertigineuse et qui finira tôt ou tard à impacter l'ensemble des secteurs économiques. Nous vivons à l'ère de la perturbation technologique ou de la disruption, comme on aime l'appeler en anglais. Elle sous-tend la métamorphose de l'économie traditionnelle vers une économie numérique. Alors, c'est quoi une économie numérique? C'est l'activité économique qui résulte de milliards de connexions quotidiennes en ligne entre les personnes, les entreprises, les appareils, les données et les processus. L'épine dorsale de cette économie est l'hyperconnectivité qui signifie une interconnexion croissante des personnes, des organisations et des machines qui résulte de l'Internet, de la technologie mobile et de l'Internet des objets, ou IoT. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, l'industrie 4.0, qui résulte de la convergence de la robotique, de l'intelligence artificielle, de l'impression 3D et de l'Internet des objets, est en train de transformer de fond en comble le secteur industriel. J'aurais tant souhaité que nos gouvernants prennent conscience de l'impact imminent que cette révolution va avoir sur le marché de l'emploi dans nos pays. Celui des services n'est pas en reste. À titre d'exemple, la Banque 3.0 décrit les mutations profondes que connaît le secteur bancaire et qui poussent les banques à se réinventer bon gré mal gré. Plus de 90% des contacts que maintiennent actuellement les banques européennes avec leurs clients se font par le biais du numérique, principalement par l'utilisation des smartphones, ce qui les pousse à repenser fondamentalement le rôle de l'agence bancaire. Celle-ci pourrait devenir chose du passé dans un horizon proche. Comparativement, l'industrie mondiale de l'assurance, qui s'évalue actuellement à plusieurs milliers de milliards de dollars, est encore à bien des égards ancrée dans le passé. Il est vrai que prudence et stabilité sont les deux mots-clés qui ont de tout temps caractérisé cette industrie. Mais cet état des choses va bientôt changer et dans de nombreux cas est en train de changer grâce à l'avènement de nouvelles technologies perturbatrices. Le nouveau mot-clé qui émerge de cette transformation est AssureTech ou InsurTech,
en anglais, qui décrit l'impact des nouvelles technologies sur le secteur de l'assurance. Tant et si bien que si quelqu'un devait écrire l'histoire sur l'assurance, il ferait bien de patienter encore quelques années, car cette industrie va connaître sa plus grande transformation depuis sa naissance en 1666, suite au grand incendie de Londres. Quelles sont donc les tendances critiques qui façonneront l'industrie de l'assurance dans les 5 à 10 prochaines années, et comment les assureurs saisiront-ils cette opportunité et tirer ainsi profit des nouvelles innovations technologiques qui toucheront leur secteur? Les réponses à ces questions prendront plus que les quelques minutes qui m'ont été accordées aujourd'hui, mais je soumets à votre attention ce que je considère comme étant les 3 tendances critiques ou les 3 tendances critiques qui façonneront l'industrie de l'assurance dans le futur, à savoir, premièrement, la transformation systémique d'une industrie qui fournit des services financiers d'assurance risque à celle qui fournit des services de gestion des risques. Deuxièmement, la mutation de cette industrie qui est actuellement axée sur le produit vers une industrie qui sera plutôt axée sur le client. Troisièmement, l'avènement de la blockchain dans l'élaboration des politiques, des procédures et des livraisons de services. Alors, couvrons ces points un par un. La première tendance se rapporte donc à la mutation de l'industrie de l'assurance, de la gestion de l'impact financier du risque vers la gestion du risque lui-même. Afin d'évaluer ce sujet, je vous propose de l'examiner du point de vue du titulaire d'une police d'assurance. Avoir une couverture d'assurance ne le protège pas contre le risque lui-même, mais servirait à le dédommager financièrement si ce risque devait se produire. L'assuré est de facto traité comme une statistique dans un mécanisme de risk pooling que l'assureur essaierait d'optimiser afin de réduire la volatilité et de contrôler adéquatement le risk pool. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'assurance, et en particulier les nouveaux venus, poursuivent des campagnes agressives de marketing, leur but ultime étant à réduire la mise en commun des risques autant que possible sans prêter grande attention à l'assuré lui-même. Qu'est-ce qui expliquerait que ce modèle classique de gestion soit voué à une mutation profonde? Tout simplement parce que la capacité de réduction des risques véhiculés par les nouvelles technologies transformera l'industrie de l'assurance de celle limitant son action à une compensation financière du sinistre à celle adoptant la gestion en amont des risques eux-mêmes. L'industrie se transformerait ainsi d'une abstraction mathématique à une gestion effective des risques dans le monde réel. Plusieurs compagnies d'assurance, en particulier dans les pays de l'OCDE, ont déjà adopté une telle transformation. Par exemple, certaines d'entre elles fournissent déjà à leurs clients ayant contracté des polices d'assurance habitation une application mobile contenant un module de sécurité et de détection automatique des différents sinistres tels que le feu ou l'inondation, et leur donne même la possibilité de placer leur réclamation directement à partir de leur téléphone intelligent. La compagnie d'assurance aurait, au préalable, pris soin de contracter les services de différents prestataires de services afin qu'ils puissent fournir promptement les actions correctives nécessaires. Dans les 5 à 10 prochaines années, les gens et les objets seront connectés sous une forme ou une autre. L'Internet des objets sera le principal moteur de la transformation digitale du secteur de l'assurance, surtout concernant les biens et dommages. Alors que les appareils mobiles et portables, ce qu'on appelle en anglais wearables, comme les montres et bracelets électroniques, le textile électronique, ainsi que d'autres dispositifs de monitorage et de la prévention de la santé, seront de plus en plus utilisés en appui à l'assurance vie. On pourrait ainsi dire que l'Internet des objets rendra la vie plus facile, alors que les dispositifs mobiles et portables rendront la vie plus longue et plus saine. En ce qui concerne l'assurance auto, les dispositifs de repérage GPS intelligents peuvent non seulement surveiller le comportement des conducteurs sur la route, mais peuvent également leur fournir des informations pertinentes sur l'état de leur véhicule afin de se protéger contre des aléas éventuels. Par ailleurs,
l'avènement annoncé des voitures autonomes fonctionnant sans chauffeur poserait sous un angle nouveau l'évolution de l'assurance auto. Plusieurs questions devraient être élucidées, d'ordre législatif par exemple, afin que nous puissions avoir une meilleure visibilité sur cette évolution, inévitable, mais qui est un peu plus éloignée dans le temps. Passons maintenant au deuxième point concernant l'anticipation de voir l'industrie axer davantage son business sur le client plutôt que sur le produit. Historiquement, les compagnies d'assurance ont axé leurs efforts sur la maîtrise des coûts, l'optimisation de leur business model et la gestion du risk pool. La mutation de leur engagement envers le client n'a commencé que récemment. Cette nouvelle tendance modifie fondamentalement la relation des assureurs avec non seulement leurs clients, mais aussi avec leurs agents et courtiers. Les nouvelles attentes de ces acteurs pousseraient les assureurs à repenser fondamentalement leurs orientations stratégiques et leurs politiques d'investissement. Ainsi, les assureurs ne pourront plus se permettre de limiter leur focus sur la gestion du couple produit et prix et n'accorder qu'une importance auxiliaire aux clients. Le dicton que vous utilisez souvent, qui est utilisé dans l'assurance, l'assurance est vendue et non achetée, peut ne plus tenir vrai. Dans ce nouveau paradigme, les compagnies d'assurance seraient amenées à mieux évaluer les besoins de leurs clients et de revoir leur offre de produits en conséquence. De nos jours, si nous subissons un sinistre, nous nous empressons d'appeler notre agent général d'assurance en espérant qu'il réserve une suite rapide à notre réclamation. Ce sera probablement le seul moment que nous le contactions, autre évidemment que l'appel que nous recevons de sa part à l'échéance de notre assurance auto. Il est bien rare qu'il nous appelle pour savoir si nous sommes satisfaits de ses services ou pour nous souhaiter un bon anniversaire. J'ose penser que cette situation sera bientôt une chose du passé, quand le client occuperait le devant de la scène. Excellences, Mesdames et Messieurs, un nouveau paradigme prend forme dans l'industrie de l'assurance que les assureurs seraient bien avisés de prendre en compte. À l'avenir, l'orientation stratégique de l'industrie de l'assurance sera déterminée d'une part par les attentes des clients et d'autre part par ce qui est réalisable d'un point de vue technologique. Quelles mesures initiales doivent être prises par les compagnies d'assurance pour se préparer au mieux à ce nouveau paradigme? Pour commencer, elles devraient soigner la base de données clients existante et de définir une nouvelle méthodologie pour la collecte de données futures. C'est la condition sine qua non qui leur permettrait dans le futur de prendre des décisions sur la base d'analyses de données sûres et fiables. Je sais par expérience que c'est un exercice fastidieux, mais nécessaire. La gestion de ce qu'on appelle Big Data, donc la gestion des Big Data, constitue un pilier fondamental de cette transformation digitale. Ensuite, ils doivent configurer une architecture numérique articulée autour de 4 réseaux distincts. Le premier, c'est un réseau multicanal qui vise à fournir aux clients une interface transparente avec leur assureur. Deuxièmement, un réseau d'Internet des objets, IoT, de dispositions physiques, d'appareils électroménagers ou d'autres éléments embarqués tels que les capteurs de logiciels et bien entendu une connectivité permettant à ces objets de se connecter et d'échanger des données. Troisièmement, un réseau de services et de fournisseurs divisé en 2 sous-groupes, ceux qui fourniront et installeront les dispositifs de surveillance et ceux qui effectueront des opérations et autres actions correctives au cas où un sinistre devait se produire. Et quatrièmement, un réseau revalorisé d'agents et de courtiers qui doivent être bien versés dans les nouvelles exigences de la transformation digitale. Le dernier point, et pas le moindre, concerne la blockchain, qui constituera sans aucun doute une force transformative formidable dans le secteur de l'assurance. Comme vous le savez certainement, la blockchain se compose d'une liste croissante d'enregistrements appelés blocs, qui sont liés et sécurisés à l'aide de la cryptographie. Par conception, une blockchain résiste à la modification des données. Elle crée un registre indéfectible et ineffaçable qui peut enregistrer des transactions entre les parties efficacement et de manière vérifiable et permanente. Certaines des applications d'assurance qui peuvent être envisagées pour la blockchain comprennent entre autres
La détection des fraudes et la prévention des risques. En effet, en déplaçant les revendications dans un registre inviolable, la blockchain peut éliminer les sources communes de fraude dans l'industrie. Deuxièmement, l'avènement des contrats intelligents, smart contracts. Un contrat intelligent est un protocole informatique qui vise à faciliter numériquement, vérifier ou faire respecter la négociation et l'exécution d'un contrat. Les contrats intelligents seront particulièrement utiles pour améliorer l'efficacité de l'assurance des biens et dommages. Troisièmement, la fusion des contrats intelligents et de l'IoT, l'Internet des objets, permettra d'obtenir une forte synergie car elle permettra aux dispositifs connectés, par le biais de l'IoT, de communiquer directement avec les contrats intelligents, facilitant ainsi le traitement des réclamations et les décaissements instantanés des fonds. Et quatrièmement, la blockchain offre des transactions transparentes et sécurisées. Elle permet aussi une accessibilité facile à des coûts relativement bas. Cela étant dit, malgré ses avantages indéniables pour l'industrie de l'assurance, la blockchain pose une variété de défis, y compris, premièrement, la compétence technique. Son infrastructure tombe en dehors des compétences traditionnelles de développement informatique. Deuxièmement, la difficulté qu'on peut rencontrer dans le processus de migration, de parallel run. Troisièmement, un droit d'entrée relativement élevé. Quatrièmement, l'exigence d'équipements à haute puissance informatique. Cinquièmement, l'acceptabilité des utilisateurs. Et finalement, la résistance culturelle interne pour passer à un réseau décentralisé. Inutile de préciser que les défis de la blockchain ne sont pas les seuls que les assureurs auront à confronter dans leur cheminement vers la transformation digitale. D'autres obstacles incluent les contraintes légales et réglementaires, la protection des données personnelles, le comportement des consommateurs et la disponibilité de l'expertise technologique dans le marché local. Ainsi, le voyage pourrait être assez lent pour beaucoup. Cela dit, mon conseil est simple. Le plus tôt vous commencez, le plus à même vous serez en mesure d'adopter ce nouveau paradigme et tirer ainsi profit de l'avantage des précurseurs. C'est déjà le cas pour certains assureurs en Europe aujourd'hui. Ce sera certainement le cas en Afrique demain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet exposé fort intéressant qui met l'accent sur ce nouveau phénomène perturbateur de technologie numérique moderne qui va bouleverser tous nos modèles d'affaires, et dans les compagnies d'assurance dans les pays développés ont déjà pris leur chemin et ont commencé leur métamorphose. Et maintenant, il est temps de passer, comme vous venez de le conclure, de passer à l'action pour qu'on puisse réussir et relever ce défi majeur pour l'avenir de nos compagnies d'assurance africaines. Donc, avant d'ouvrir le débat, je vais commencer moi-même. Donc, je vais revenir à Monsieur Mamadou, qui a bien exposé la situation de l'économie africaine avec ses différentes difficultés, dont notamment je retiens la problématique majeure de la pauvreté, du faible niveau de revenus des Africains et qui constitue en fait un handicap parmi les handicaps qui freinent la croissance de l'assurance qui constitue elle-même un secteur clé dans toute économie développée. Et on a donc pensé au niveau africain de développer la micro-assurance en tant qu'outil pouvant aider une bonne population africaine à donc s'intégrer dans ce circuit assurantiel et bénéficier d'un côté des protections qu'il offre, mais également aider à faire contribuer le secteur des assurances en Afrique dans le financement et la dynamisation de nos économies. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, que dans les pays africains, là, il y a une grande diversité entre les différents
un pays sur les 55 pays ou 54 pays. Il y a donc une grande diversité. Ce ne sont pas ceux qui ont les matières premières qui réussissent le mieux, mais ce sont celles qui détiennent les politiques les plus appropriées qui ont réussi à relever ce défi de croissance. Et vous avez conclu par un appel aux compagnies d'assurance de prendre les initiatives et jouer leur rôle en tant qu'entreprise citoyenne et de proposer des solutions aux questions que vous avez posées et d'anticiper le demain qui pose beaucoup de challenges. Et en tant qu'ex Premier ministre, et vous avez donc été ministre des Finances, de l'Économie, vous êtes conseiller dans plusieurs commissions. Est-ce que vous ne considérez pas qu'un partenariat public-privé est fortement souhaité pour que les efforts de toutes les parties prenantes, à savoir régulateurs, institutions, professions, puissent ensemble jouer et réussir ce défi de croissance? Parce que c'est vrai, les compagnies d'assurance ont un rôle fondamental à jouer, mais d'un autre côté, ils ont devant eux un environnement qui les handicape en quelque sorte, rien que au niveau du cadre législatif, fiscal. Donc, qu'en pensez-vous, Monsieur le Premier ministre? Merci, Madame la modératrice. C'est vrai que le partenariat public-privé est un peu de mode, est beaucoup à la mode dans la manière dont, disons, s'enchevêtrent les liaisons entre les éléments publics et privés pour arriver à trouver, disons, des moyens de pouvoir nouer un dialogue constructif. Ce qu'il faut dire, c'est que je pense que cela n'exclut pas, disons, le sens de l'appel que je faisais tout à l'heure. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi et je vais revenir au partenariat public-privé. L'appel qui est lancé aux entreprises d'assurance, je le lance partout d'ailleurs, dans toutes les sphères, parce que quand on regarde, en tout cas, l'expérience que j'ai vue dans mon pays, mais que je vois un peu partout en Afrique, c'est que nos pays souffrent d'un mal récurrent. C'est que les offres de politique publique s'effectuent sans demande correspondante. Et c'est cela, elles viennent d'en haut. Et c'est souvent, sinon en tout cas, une demande très confuse qui est du genre je veux le bonheur, je veux la paix, la tranquillité, etc. Alors que de plus en plus dans nos pays où les sociétés civiles sont fortes de compétences qui permettent de prendre en compte les problèmes fiscaux dont vous parliez tout à l'heure, les problèmes fiscaux, les problèmes de contrôle, les problèmes de sécurité civile, etc. Tous les problèmes qui concernent une entreprise ou alors un citoyen, il s'agit pour l'entreprise ou le citoyen d'en faire son problème et de l'approfondir de manière à un moment donné, en posséder les mêmes clés d'analyse que les pouvoirs publics et à pouvoir faire une demande. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je fais le lien avec le partenariat public-privé. Aujourd'hui, par le biais des institutions internationales et la modification de nos appareils d'administration des marchés publics, on nous a vendu cette idée que je trouve saugrenue de l'offre spontanée, qui est devenue maintenant une catégorie, comme si les États avaient des besoins spontanés qui naissent comme ça,
quelqu'un vient de l'extérieur, fait son propre design, fait ses calculs, fait ses études, vous fait une offre spontanée et sur la base de l'offre spontanée se noue un marché public et on lui alloue un marché qui n'était pas dans les prévisions de l'État, qui n'était pas dans les vues de ses fonctionnaires, des services publics, etc. Et c'est cela justement, dans beaucoup de cas, le partenariat public-privé. C'est quoi? On a une offre politique, offre des pouvoirs publics, qui ne correspond à aucune demande, en général qui défie le système de planification, met de côté tout ce qui avait été prévu pour les années sans gouffre, passe comme une priorité, est réalisé, coûte cher parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre en concurrence avec d'autres, etc. Et donc, c'est des prix prohibitifs. Et dans toutes les analyses dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'étude, notamment il y a un livre que je vous recommande, To Reset Africa, Repenser l'Afrique, qui a été publié l'année dernière par des économistes. C'est à Oxford University Press. C'est un livre collectif, hein. Repenser l'Afrique, une stratégie pour l'avenir. Vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, la dépense publique est incriminée en Afrique parce que souvent, elle n'est pas de qualité. Donc, il ne s'agit pas simplement de dépenser. Et d'ailleurs, on nous incrimine dans la revue en disant, souvent d'ailleurs, on s'arrête simplement à dire « j'ai fait tant de classes dans le système éducatif ». Mais on ne dit pas quel est le produit du système éducatif. Combien d'enfants quittent avant d'atteindre le savoir lire, écrire, compter? Combien d'élèves du primaire vont au secondaire, du secondaire, etc. Et ça me semble être très, très important parce que ça veut dire que souvent, c'est là où nous avons des problèmes. Aujourd'hui, dans l'éducation, par exemple, le dernier rapport sur les 95-2015 établit que les Africains ont dépassé maintenant les pays industrialisés en niveau de dépenses dans le secteur éducatif de l'État. 17% contre 11% pour les pays industrialisés. 4,8% du PIB, à peu près le même niveau que les pays développés. Mais nous n'avons pas le même résultat parce que la dépense publique, elle n'est pas de qualité, elle ne touche pas les intrants fondamentaux du système éducatif au point que la dynamique entre les différents intrants produise l'extrant qui est un homme de qualité qui a subi toutes les formations requises pour pouvoir travailler sur le marché de l'emploi, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est en même temps qu'il faudra travailler au partenariat public-privé, ne serait-ce que parce que la dépense publique ne suffit plus. Il faut que des privés viennent. Mais il faut que ce soit d'authentiques partenariats public-privé dans lesquels l'intérêt général ne perde pas et où le privé trouve sa place d'une manière qui soit transparente, mais parce que lui-même aura participé aussi à l'élaboration de la demande. J'insiste là-dessus. Aujourd'hui, de plus en plus, les progrès vont venir en Afrique du fait que dans beaucoup de secteurs, chaque fois qu'il devra y avoir une offre de politique publique, de programmes d'investissement, de réalisation, il faut que les demandes citoyennes soient à tout le moins esquissées et de plus en plus maintenant élaborées, formatées. Et pour une entreprise, c'est encore plus facile parce que les fédérations aujourd'hui, les associations de sociétés d'assurance ont non seulement les ressources humaines, mais souvent les moyens de pouvoir commanditer qui peuvent les permettre de se rapprocher de l'État quand il s'agira de discuter d'une question, parce que maintenant en Afrique, sur toutes les questions, il y a 2, 3, 4 fois plus de compétences hors des sphères administratives que dans les sphères administratives. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, voulez-vous ajouter quelque chose à cette réflexion? Oui, je pense effectivement que les compagnies d'assurance ont un double rôle à jouer, le rôle d'investisseurs institutionnels. Les compagnies d'assurance participent effectivement dans les marchés des capitaux. C'est pour ça que je les encourage et je continue à les encourager à développer leur expertise interne et à créer, si ce n'est pas le cas,
une division spécialisée dans l'asset management, ce qui n'est pas encore le cas dans plusieurs compagnies d'assurance, parce que ce rôle d'intervenant essentiel dans les marchés des capitaux, c'est vraiment ça ce qui va aider nos pays à développer ces marchés. Et on est vraiment très en retard, surtout lorsqu'on parle de besoins en termes de financement des projets sur le moyen et le long terme. Par exemple, les compagnies d'assurance sont les premiers à acquérir des obligations qui seraient donc émises dans ce marché. Deuxièmement, les compagnies d'assurance, et pour répondre à votre question sur la micro-assurance, la micro-assurance est une composante essentielle, à mon avis, d'une politique globale d'inclusion financière. Donc l'inclusion financière, généralement, quand on élabore cette politique, on parle de microcrédit, de micro-assurance, de promotion de l'épargne en milieu rural et de l'éducation financière, et bien sûr l'aspect technologique pour lequel l'Afrique et des pays africains ont vraiment pris beaucoup d'avance par rapport à d'autres pays tels que la Tunisie. Le Kenya, par exemple, il a pris une avance qui est considérée comme étant parmi les premières au monde aujourd'hui sur le mobile banking. Et donc, ce sont ces 4 éléments. Pour ce qui est de l'assurance, la micro-assurance, elle est très importante. Elle a joué un rôle très important dans beaucoup de pays africains. Il y a plusieurs formes de micro-assurance. Il y a la micro-assurance crédit, il y a la micro-assurance qui s'applique à l'agriculture, etc. Et donc, ce que je souhaite personnellement, c'est qu'il y ait, premièrement, des ajustements réglementaires pour encourager les compagnies d'assurance à développer ce segment, d'une part, et pour ce qui est de l'investissement, à ce qu'il y ait des ajustements réglementaires pour que les compagnies d'assurance soient encouragées, elles aussi, à être un tout petit peu plus téméraires dans les investissements, dans des fonds d'investissement, par exemple, dans le capital investissement. Leur rôle est encore timide, il faut vraiment développer ça, parce que c'est vraiment ça ce qui va développer une composante essentielle de l'investissement dans nos pays, qui est l'investissement dans les fonds propres des PME, qui représentent dans tous les pays africains la part de lion du tissu économique de ces pays. Donc si les investisseurs institutionnels, et en particulier les compagnies d'assurance, ne participent pas effectivement, ou d'une manière beaucoup plus franche et plus poussée, dans les prises de participation dans des fonds d'investissement de toute forme, évidemment, là, ça présenterait des lacunes que tôt ou tard, il faudrait que nous puissions adresser. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions. Je voudrais, si vous permettez, enchaîner sur un constat que vous venez de faire dans votre présentation. C'est que vous avez donc la première tendance disant qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de gérer des risques, mais c'est d'avoir l'intelligence des risques. Et dans tout ça, le client demeure le décideur. Et on a depuis toujours, dans notre métier, la relation client-assureur a été toujours très complexe. Et aussi, c'est un des métiers où la relation humaine est fondamentale dans la relation assurantielle. Et aujourd'hui, vous avez dit aussi qu'il faudrait, donc, ce n'est plus une question de produit, c'est une question, il faut une solution adaptée à un client, à une situation. Et malheureusement, il y a un grand gap aujourd'hui entre, notamment dans nos marchés africains, il y a ce problème d'adaptation des produits distribués par rapport aux besoins réels de la communauté africaine. Et c'est ce qui explique, entre autres, la faiblesse du taux de pénétration de la prestation assurantielle. Est-ce que demain, la prestation numérique assurantielle pourrait résoudre cette problématique et quelles mesures concrètes pourrons-nous faire pour relever ce défi de solution à nos clients, ce défi d'intelligence des risques, Monsieur le Ministre? Moi, je pense que c'est une question d'adaptation. Comme je venais de le dire tout à l'heure, on a remarqué qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays africains, si ce n'est la plupart, ils ont une capacité extraordinaire à s'adapter aux nouvelles technologies. Donc les pays africains peuvent tirer profit de ces avancées technologiques aussi rapidement que les pays de l'OCDE. Donc il ne faut pas s'étonner que certains des points que j'ai évoqués tout à l'heure vont connaître un développement très rapide dans l'ensemble des pays africains.
Tout le monde utilise le smartphone aujourd'hui, tout le monde télécharge des applications. Et il n'y a pas de doute demain que télécharger une application qui touche à l'assurance pour avoir un contact plus direct avec son assureur ou pour placer une réclamation, c'est déjà le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas demain. Pour ce qui est des nouvelles technologies et de leur application sur notre quotidien, je pense que ça prendra quelque temps encore parce que l'introduction de l'Internet des objets dans nos pays n'est pas tout à fait pour demain, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se prépare dès maintenant. Parce que quand vous allez voir votre assureur et que vous lui demandez de vous accorder une police d'assurance vie, okay, ce qui malheureusement est encore, on est encore loin du compte de ce côté-là. Donc, si votre assureur vous dit que si vous portez un bracelet qui puisse permettre d'avoir un monitorage permanent de l'état de votre santé et que si vous acceptez cela, il va réduire la commission que vous devez payer, bien, évidemment, ça va le faire réfléchir et donc c'est un moyen pour encourager aussi les clients à ce qu'ils adoptent, cette nouvelle technologie, les portables, les wearables, et ça va être le cas. C'est déjà le cas en Europe aujourd'hui, c'est déjà le cas aux États-Unis, ce sera le cas en Afrique demain. Donc ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on se prépare à cela, parce que c'est presque inévitable. Maintenant, je ne vous dis pas que ça va avoir lieu demain ou l'an prochain, mais certainement dans les 5 à 10 ans à venir, c'est quelque chose qui, à mon sens, devrait se réaliser, sans aucun doute. Merci beaucoup. S'adapter, c'est facile à dire, mais c'est difficile à réaliser. C'est des coûts importants à investir dans des technologies nouvelles. C'est un cadre législatif complexe à adapter. C'est une culture à changer. C'est des compétences à former. Donc, ce sont toutes des questions et des défis à relever par nos compagnies et notre industrie africaine. Ce n'est pas pour demain, mais il faut s'y préparer. Donc, alors, j'ouvre le débat. Si quelqu'un veut... C'est une salle qui attend, Madame la Présidente, pour interagir avec vous, surtout oui. Que nous avons un peu justement, débordé. On ouvre le débat. Nous avons un peu débordé. J'ai 10 minutes, alors, tout au plus. 10 minutes pour poser des questions. Alors, s'il vous plaît, vous présentez, vous posez votre question, de préférence concise, et les conférenciers ainsi que Madame la Présidente aura un plaisir à vous répondre. Monsieur, alors, nos chères hôtesses, les baladeurs, s'il vous plaît. Voilà, monsieur qui est là. Il est juste là, oui, derrière monsieur Blassine. Voilà. Cher monsieur. Merci monsieur, merci beaucoup aux conférenciers et à Madame la Présidente. Nous avons beaucoup appris et je m'en vais directement en tant que membre de la Société civile des assureurs faire une proposition se fondant sur le fait que l'assurance que nous voulons développer et la structure de marché que nous voulons construire devra être une structure de marché favorable au développement de l'assurance. C'est une structure de marché qui, pour cette raison, sera une structure inclusive de tous les acteurs, une structure inclusive. C'est une structure de marché qui devra être réactive aux changements rapides de l'environnement que nous avons. Et c'est une structure de marché dont la régulation, faite de surveillance et d'accompagnement, devra tenir compte de la nécessité de séparer les métiers ou en tout cas de surveiller le mélange des métiers qui se mélangent du fait de l'évolution. De tout temps, les assureurs ont tenu à diviser et à séparer les métiers. La séparation classique, c'était la séparation entre le maritime et le terrestre. Nous savons cela. Et dans le Cher monsieur, excusez-moi, j'essaie de faire interagir la salle aussi, donc soyez concis et résumez s'il vous plaît, si vous avez une question à poser. Merci beaucoup. À ma conclusion. Merci de votre compréhension. De la séparation classique de l'assurance que nous avions, nous arrivons à une séparation où il faut que l'on arrive à organiser par le régulateur une réunion des acteurs
qui interviennent dans cette collecte d'épargne pour la sécurité. Une réunion peut-être tous les 5 ans. C'est une proposition concrète. Une réunion entre les assureurs, les intermédiaires bancaires, les banquiers, les courtiers, parce que les uns ont tendance à faire la collecte de l'épargne pour la prévention. Merci. Dans ce qui est considéré comme le métier des autres. Donc, c'est une invitation pour que les régulateurs, tous les 5 ans, réunissent tout ce monde pour faire le point. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est une proposition. Alors, monsieur qui est derrière, vous allez juste là, monsieur. Au milieu, oui. Vous présentez, s'il vous plaît, soyez concis, je vous prie. Chedli Beji de la compagnie Assurance Salim. Tous mes compliments et si Jaloul pour la consistance et la pertinence de son exposé. Vous avez évoqué la transformation digitale au niveau des compagnies d'assurance et quelles mesures d'accompagnement faut-il avoir pour réussir cette transformation. Mais je m'intéresse au 4e point, l'axe numéro 4, qui est le réseau. Qu'en est-il de réseau? Comment il va falloir relooker, revoir sa mission et pour réussir effectivement cette transformation. Certes, pour le grand public, le réseau, l'Internet serait le canal le plus favorisé, mais pour les entreprises, le passage par le réseau de courtiers et d'agents généraux, peut-être c'est à revoir. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, messieurs, dames. Voilà, monsieur qui est là. Voilà. Premier rang. Vous présentez, s'il vous plaît, et votre question concise, je vous prie. Bien, merci. Je suis M. Ezo, directeur des assurances du Cameroun. Ma question, elle est simple et précise. Nous sommes à l'ère du numérique, la disruption, et comme nous savons comment on s'y prend pour faire notre métier, à savoir faire la réglementation et contrôler, on se rend compte que quelque part, il y aura quelque chose de très fort à faire du côté des régulateurs. La régulation s'entend de faire les lois. Faire les lois s'entend de ce qu'on va établir les situations, on va les porter à différentes instances qui vont parfois jusqu'aux assemblées nationales. En tout état de cause, sur ce point-là, le régulateur doit suivre. Il doit aller aussi vite que les changements qui sont en train d'intervenir. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il convient de faire? C'est vrai qu'on dit toujours que la régulation suit l'activité, mais je crois que cette fois-ci, il va falloir que les régulateurs prennent la chose sous un angle qui n'a pas toujours été l'habituel, à savoir qu'on fait les lois et puis on suit, et puis sous l'angle du contrôle. Donc la proactivité du régulateur, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, maintenant, il y a l'autre volet, c'est le contrôle. Aujourd'hui, pour contrôler, pour suivre, on a besoin d'avoir les éléments statistiques, ainsi de suite. Souvent, c'est des gros documents. Maintenant, on est déjà à l'ère où on les demande par les voies machin. Mais toujours est-il que pour faire ce travail-là, il va falloir que le régulateur se mettre un peu à la page, peut-être un peu plus vite que les autres. Merci. Et j'imagine qu'on va vous répondre, mais il y a Hafd Gharb également, le président du CGA tunisien, hein, qui vous répondra sur cette question sûrement demain, hein, parce que demain il aura des choses à dire lui aussi, qui est présent là. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'on va arrêter avec les questions, parce que nous avons donc un timing à respecter. Voilà, Madame la Présidente. En 5 minutes. Donc, je vais donner tout de suite la parole à M. Jaloul parce que la majorité des questions concernent le numérique et puis par la suite, je vais conclure. Alors, pour ce qui est du numérique, il y a 2 réseaux qu'il faut préparer. Il y a le réseau de connectivité. Est-ce que c'est ça votre question? C'est-à-dire quand vous parlez de réseau, vous parlez de connectivité? Le réseau des agents. Alors, et il y a le réseau des courtiers et des agents. Alors là, c'est un point fondamental, je l'ai évoqué dans ma présentation, c'est-à-dire que
la mise à niveau, si on peut l'appeler ainsi, bien que ce ne soit pas le cas, parce que c'est une transformation. Et une transformation, ça se prépare dans tous ces angles, n'est-ce pas? Donc je dis que la transformation doit se faire au niveau de la compagnie d'assurance elle-même, mais en même temps, j'ai précisé qu'il fallait revaloriser, et par revaloriser, le réseau de courtiers, des agents généraux de l'assurance, etc., c'est-à-dire leur donner la formation nécessaire, n'est-ce pas, pour qu'eux-mêmes, ils puissent suivre et adopter cette transformation digitale. Donc il faut faire ça en parallèle. C'est mon point de vue. Pour ce qui est de la question concernant la régulation, ça c'est une question qui revient toujours. Est-ce qu'il faut préparer la régulation en amont ou est-ce que la régulation doit s'adapter? Évidemment, très souvent, la régulation doit s'adapter. Prenons le cas, par exemple, des voitures autonomes qui vont voir le jour dans les 5 ans, 10 ans à venir. Il n'y a pas une régulation, même en Europe aujourd'hui ou bien aux États-Unis. C'est-à-dire, s'il y a un accident et que la voiture n'a pas de chauffeur, comment est-ce que vous allez traiter cet accident ou ce sinistre? Personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui. Donc, dans ce cas précis, il faut quand même que la régulation soit élaborée et soit clairement établie avant. Okay? Dans d'autres cas, la régulation pourrait suivre. Parce qu'évidemment, les régulateurs ne vont pas toujours à la même vitesse que les opérateurs. Et pour ce qui est de l'industrie de l'assurance, à mon sens, la transformation va être très rapide. Et ce que je crains, c'est que la régulation ne va pas suivre, c'est-à-dire avec la même vitesse. Et là, il faut s'adapter. En Tunisie, nous avons une association des assureurs qui est très forte. C'est son rôle un peu de s'assurer que s'il y a des amendements à faire au niveau réglementaire, elle représente les assureurs et c'est à elle de jouer ce rôle. Voilà, merci beaucoup Madame la Présidente. Vous clôturez s'il vous plaît. Oui. Alors, pour la question de la distribution, juste un mot, parce que demain, le panel de demain, un panel sur la régulation et la supervision va en débattre certainement, mais il faudrait commencer par un nouveau deal numérique avec le réseau de distribution. C'est une question de culture et de partenariat. Il faut donc entamer au plus vite et le cadre réglementaire va accompagner. Et l'année dernière déjà, une directive européenne est sortie sur la distribution numérique. Donc pour conclure, donc, on peut dire qu'il est aisé de comprendre que l'avenir est très chargé pour notre assurance africaine. Et je vais, si vous permettez, cher monsieur, je vais conclure par votre proposition qui m'a fortement convaincue. Donc, je vais conclure par la vôtre. Donc, la restructuration du marché des assurances dans notre continent africain est de nature très diverse. Elle devrait être une structure de marché favorable, inclusive de tous les acteurs, réactive au changement, rapide et soutenue par un cadre réglementaire pas trop contraignant et compréhensif. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va saluer Monsieur Mamadou Lamine Loum, le Premier ministre du Sénégal, l'ancien Premier ministre du Sénégal. Applaudissons-le, bien sûr. Bien sûr. Très intéressante sa conférence. M. Jaloul Rayed, l'ancien ministre des Finances en Tunisie, banquier d'affaires, hein, et surtout, mélomane. Et l'on a fait des compositions Barça, hein, Hannibal aussi, donc voilà. Et puis, sans oublier, avec beaucoup de maestria, elle a dirigé ce panel, Madame Lamia Ben Mahmoud, donc la présidente directrice générale de notre réassureur national Tunisré. Alors, tout de suite après, l'Assemblée générale annuelle. Le déjeuner vous sera servi à 13h15, il est offert par 6 carrés. À 15h, vous revenez, je vous donne le programme, vous le savez déjà, mais bon, hein, c'est ça le modérateur. Voilà, donc table ronde Sima Fanaf. Et puis, n'oubliez pas, à 19h30, vous aurez un dîner offert par Aveniré. Nous, on se retrouve demain pour discuter de 2 panels très intéressants. Donc, demain, oui, madame. On n'a pas de trophées à nos conférenciers? Pardon? Des trophées à nos conférenciers. Des trophées? Oui. Il y avait des trophées? Ah, c'est toujours comme ça, hein. Il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Voilà, des trophées. Faites comme si vous n'avez jamais entendu donc la question de trophées. On a des trophées pour nos conférenciers. Voilà. Ils sont où? C'est qui va les servir?
Et bon, on va les ramener ici, hein, on va les ramener ici. Voilà.